Son nom vous dit peut-être quelque chose. Elle s'appelle Petra Nussbaum. Mannequin, puis animatrice de télévision dans les années 90, Petra a ensoleillé notre petit écran avec sa bonne humeur et ses fous rires. Mais derrière cette joie de vivre, Petra cache une blessure, une douleur intime. C'est une histoire extraordinaire parce que le hasard s'est mêlé sans arrêt, le hasard et le destin s'est mêlé sans arrêt de ma vie. C'est fort en destinée, Et je me dis que quand même, c'est pas la vie de tout le monde. Petra est née le 3 juin 1956 à Paris. Sa naissance marque le début d'un mystère qui va influencer toute son existence. C'est ce secret de famille qu'elle choisit de vous raconter ce soir. Voici son histoire. Ça va bien, C'est Petra? pas grave. Moi, ça va très bien. Vous Moi, êtes je vous belle. rassure, ça va très bien. Merci Thierry. Vous êtes très belle, Petra. Merci Thierry. Vous allez être toutes et tous encore plus beaux quand Ouais. vous aurez écouté les conseils. Je suis arrivée comme animatrice télévision sur la 5, j'avais 35 ans en 91 et ensuite je ne me suis pas arrêtée pendant une dizaine d'années et j'ai passé des moments extraordinaires en tant qu'animatrice. C'est vraiment un métier qui m'a plu énormément et qui m'a permis de me réaliser pour plein de raisons. Dans les années 90, avec Petra, on a travaillé sur différentes émissions de télévision, puisque j'étais son assistante, elle était chroniqueuse, et on amusait beaucoup la galerie toutes les deux, parce que vu qu'on s'entendait tellement bien, que quand l'une pense quelque chose, c'est l'autre qui le dit ou vice-versa, qui nous appelait monostéréo, et vraiment ça a été des années fantastiques. On va voir Nelly. Bonjour, Nelly. Nelly, c'est mon assistante préférée. Voilà. Elle est belle, Alors, la seule, absolument. C'est Nelly. Et alors, on veut savoir quelle impression ça fait. parce que Nelly, elle avait J'existais une alors drôle que de- ça n'a pas été du tout le cas dans mon enfance, puisque j'ai eu des problèmes familiaux qui ont fait que j'avais l'impression de ne pas exister du tout. Quand j'ai connu Petra, j'ai senti une certaine fragilité, à la fois dans son regard, même dans son comportement. Elle était très rayonnante, évidemment c'est une très belle femme, mais je sentais qu'il y avait un problème. En réalité, mon enfance, moi, elle ne m'a pas plu. Elle ne m'a pas plu du tout. Je détestais plein de choses. Je détestais mon physique. Déjà, en tout premier lieu, je détestais mon physique. Je détestais le fait de ne jamais être comme les autres, parce que j'étais élevée par ma grand-mère. Je voyais pas ma mère souvent, elle venait me voir quand même tous les jours, mais j'étais quand même élevée par ma grand-mère, par quelqu'un de plus âgé. Donc effectivement, je ne peux pas dire que mon enfance, elle a été fantastique. Non, c'est vraiment pas l'enfance dont on peut rêver. Non. Au début, je n'ai pas pu m'occuper de Petra parce que je travaillais. Moi, je n'avais pas suffisamment de temps libre pour être seule avec elle. Ça me manquait parce que je pensais qu'un bébé, c'est bien quand on s'en occupe tout le temps. Et pour les voir grandir, pour voir les... Ça manque un peu, ça c'est vrai. Délaissée par sa mère, trop occupée par sa carrière de mannequin, Petra traverse donc les premières années de sa vie dans une grande solitude. À Paris, où elle est élevée par sa grand-mère, Petra s'ennuie ferme. Son père, soi-disant décédé, lui manque. Au départ, dans ma vie, c'était pas dur de ne pas avoir de père puisque je connaissais pas autre chose, que j'avais aucun point de comparaison. Plus tard, en revanche, quand j'ai commencé, bien sûr, à aller à l'école, c'est le premier vrai contact avec les autres, l'école. Là, je me suis aperçue que c'était pas normal. Les autres me parlaient de leur papa. J'entendais, mon papa il a fait ci, mon papa c'est le plus fort, mon papa comme font tous les enfants à l'époque.
Et puis moi, mon papa, dans ces cas-là, j'avais plus qu'une chose à faire, c'était me taire et essayer de passer à autre chose. Donc, parce que moi, mon papa, je disais bien qu'il était mort, mais ça suffisait pas, quoi. On me disait, ah bon, mais et alors, et qu'est-ce qu'il faisait, et qu'est-ce que ceci, et comment il était, j'en sais rien. Et là, j'ai vraiment réalisé que je n'en savais rien et que ce n'était pas logique de ne rien savoir. Plus le temps passe et plus Petra s'interroge sur l'absence de son père. Chez sa grand-mère, le sujet devient même tabou. D'autant qu'un voile de mystère entoure les circonstances de sa disparition. Quand Petra me posait des questions, je lui disais qu'il était mort dans un accident de voiture parce qu'il fallait bien trouver une raison valable. Alors j'avais choisi cette raison. Mais ça n'arrivait pas souvent. Ça n'arrivait pas souvent et ça coupait court à tout. Et on continuait la petite vie pépère, voilà. J'avais jamais la même réponse. Je pense que d'une fois à l'autre, elle ne se souvenait pas de ce qu'elle m'avait dit exactement. Donc la première fois, il était mort dans un accident de voiture. La deuxième fois, il était mort de maladie. Enfin bon. Alors, ce qui fait que, au lieu d'éclaircir les choses, c'était de plus en plus confus pour moi. Où ça a été le plus terrible, c'est quand elle m'en a parlé de ses doutes. Moi, je l'ai très très mal vécu. Je l'ai très très mal vécu parce que d'un côté, j'avais promis, donc je voulais tenir ma promesse. Et d'un côté, j'avais envie de la soulager, de lui dire, moi je sais. À l'époque, Petra ignore que sa cousine Nelly est tenue par un engagement. Une promesse faite à ses parents quelques années plus tôt. Un jour, j'avais 6-7 ans, on venait de rentrer de France avec ma mère. On était au restaurant Venezuela et j'étais à table et il y avait une barrière de feuillage. Une barrière de feuillage entre l'endroit où je mangeais et l'endroit où discutaient mes parents. Et puis, mon père, il dit à ma mère, est-ce que ce gros secret de famille tient toujours ? Et ma mère lui a dit oui. D'ailleurs, je trouve ça idiot qu'on ne lui dise pas à cette gamine, qu'on ne lui dise pas la vérité à cette gamine. Et moi, j'ai compris. J'ai compris dans ma petite tête de petite fille. J'ai compris la vérité. Et là, ça m'a complètement déboussolée, quoi. Et mes parents ont compris que j'avais compris. Et maman est venue me voir et elle me dit tu sais, il y a des choses qui ne se disent pas et tout ça, il faut surtout pas dire à Petra que tu sais. Alors tant que j'étais à l'étranger, c'était pas gênant parce que je l'oubliais. Mais à chaque fois qu'on devait rentrer en France, mes parents ils me disaient, tu te rappelles qu'on a un secret ? On a un secret entre nous, hein ? Tu te rappelles qu'avec Petra, on a un secret. C'est dans cette atmosphère de secret et sans aucune réponse précise que Petra grandit. Alors, pour se rassurer, la petite fille va se trouver un père de substitution. Quand j'ai eu 7 ans, en 63, il a commencé à devenir un peu évident quand même que je ne pourrais pas rester chez ma grand-mère. Parce que là, l'écart entre les générations se creusait de plus en plus. Je devenais un peu plus difficile parce que j'avais une soif de vivre. Donc j'avais qu'une envie, c'était d'échapper à ma grand-mère. Donc comme ma mère travaillait toujours beaucoup, on a trouvé une solution, c'est que j'aille chez mon oncle Roger et chez ma tante, sa femme, et que ce soit eux qui prennent le relais par rapport à ma grand-mère. Pour Petra, l'oncle Roger a été un repère, un vrai repère. Elle n'a jamais pu vraiment faire confiance à sa mère. Sa grand-mère, c'était complètement autre chose. D'un seul coup, elle savait qu'il y avait quelqu'un qui lui serait toujours à côté d'elle. Elle tombe, il est là pour la ramasser. Et ça a été un soulagement énorme. J'avais envie que mon père ressemble à mon oncle et que mon oncle, tout d'un coup, soit transformé par un coup de baguette magique et qu'on me dise « bah tiens, finalement, c'est lui ton vrai père ». Chez son oncle Roger, la vie de Petra change du tout au tout. Elle découvre une nouvelle maison, un foyer structuré et surtout la présence d'un homme, un père. Cette période de bonheur va durer 7 ans, jusqu'au jour où la mère de Petra se marie. L'adolescente retourne alors vivre chez sa mère. D'un seul coup, Petra a été arrachée de mon oncle et de ma tante.
Et elle est allée vivre chez Catherine. Et ça s'est pas bien passé du tout. Le mari de Catherine n'a pas supporté Petra. En définitive, il avait accepté le fait qu'elle vienne vivre avec eux pour faire plaisir à Catherine. Mais ça, ils ne se sont pas bien entendus du tout. Donc Petra, à ce moment-là, est retombée encore dans un milieu familial bancal. Et là, c'était encore plus grave parce qu'elle était ado. La nourriture a été une compensation à ce mal-être, à tous ces non-dits. Je me remplissais d'autres choses, quoi. Et comme tous les enfants un peu obèses, on mange parce que ça va pas, dans la tête, et qu'on a un besoin d'affectif un peu plus poussé qui fait qu'on se réfugie dans la nourriture. Ça, c'est classique. Nous sommes en 1971. Petra vit une adolescence difficile. Elle déprime et devient boulimique car l'absence de son père lui est devenue totalement insupportable. Puis un jour, par hasard, elle va enfin découvrir la vérité. J'ai 15 ans à ce moment-là et donc je suis dans cette période où je me dis ça m'agace de ne pas connaître la vérité, ça m'agace. Et un jour, on était chez ma grand-mère et moi j'étais partie dans la pièce à côté. Et ma grand-mère et ma mère pensaient que j'étais très occupée à faire je ne sais pas quoi, à lire. Et je les entendais chuchoter. Je me suis approchée de la porte et j'ai entendu que ça parlait d'héritage. D'héritage, même quand le père n'était pas marié, etc., et que les enfants naturels avaient droit aussi à un héritage. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. On peut pas parler... Si elle parle de mon père, il y a un problème. Puisque mon père était mort soi-disant avant ma naissance, donc les questions d'héritage auraient dû être réglées depuis longtemps. Donc si on parlait d'héritage éventuel possible maintenant, c'est que mon père n'était pas forcément mort quand on me l'avait dit. Et est-ce qu'il était seulement mort ? Je me suis dit, maintenant, là, il faut que je sache. Parce que déjà que ça commençait à m'agacer, à me titiller de ne pas savoir la vérité sur la mort de mon père, alors pas savoir s'il était mort ou pas mort du tout, là, je me suis dit, c'est pas possible, là, je peux pas vivre avec ça. Donc je suis arrivée dans la cuisine et j'ai dit à ma mère, d'un air très très sûr de moi, j'ai dit bon alors maintenant ça va, je vous ai entendu parler et maintenant je veux savoir, mon père il est mort ou il n'est pas mort, parce que là c'est pas logique, maintenant j'en ai marre, je veux savoir vraiment la vérité. Ce jour-là, Petra a appris ce fameux secret de famille et ben, je lui ai tout raconté, puis tout simplement. Et elle m'a dit, bah écoute, la vérité c'est qu'il n'était pas mort à l'époque où on t'a dit qu'il était mort. Maintenant, je n'en sais rien. Voilà, je n'ai plus une nouvelle depuis ce temps-là et je n'en sais rien. Dans les années 50, j'étais mannequin. Et j'ai fait une tournée avec Tino Rossi et Johnny Stark dans toute l'Afrique du Nord. Et j'ai connu le père de Petra à ce moment-là. Je ne me souviens plus si c'était au casino de Casablanca ou de Marrakech. Mais c'était un casino. Et il m'avait remarqué, il m'envoyait des coupes de champagne dans tous les coins. Et il a insisté tellement pour me rencontrer qu'évidemment, il a réussi à me rencontrer. Et voilà, on a commencé à se trouver à notre goût, tous les deux. Et on a décidé de se revoir plus souvent. Et c'est ce qui s'est produit. Je l'ai vu souvent, et à Paris et ailleurs. Et un jour, eh bien, j'étais enceinte de Petra. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, je lui ai envoyé une lettre. C'est à ce moment-là qu'il m'a avoué qu'il était marié et qu'il avait 3 enfants. Il s'est un peu dérobé, disons, il s'est même beaucoup dérobé. Mais ça n'a rien changé, c'était pas un drame. Moi, les hommes n'ont jamais beaucoup manqué. Moi, j'étais un peu coquine, alors un homme qui n'allait pas avec moi, j'en prenais un autre, ça allait très bien. Nous sommes en 1956.
Catherine a 27 ans. À l'époque, les mères célibataires sont mal vues. Ce sont des filles faciles, dit-on. Pour Catherine, la situation est délicate. Le père de Petra est déjà marié et il a déjà 3 enfants. À un certain moment, influencée un peu par tout le monde, j'ai décidé d'aller en Suisse et puis peut-être de faire un avortement. J'étais qu'à moitié décidée, je n'étais pas sûre de moi. Je suis allée jusque dans la salle d'opération et le chirurgien, il n'était pas tellement décidé de faire ça. Alors il m'a raconté qu'il fallait la découper en morceaux, je ne sais pas quoi. Et ça, j'ai dit non. Évidemment, on pourrait penser que ma mère a voulu se débarrasser de moi, entre guillemets, quand elle a avorté. Certains l'auraient très mal pris, effectivement. En revanche, moi, je pense que le fait d'avoir voulu se battre contre toute la société, contre toutes les idées établies de l'époque, contre sa propre mère, etc., pour me garder, c'est plutôt flatteur, parce que ça voulait dire qu'elle a quand même pris cette décision contre vents et marées, et elle a décidé à ce moment-là de me garder, et de garder le bébé qu'elle avait dans son ventre, quoi qu'en pensent les autres. C'est vrai qu'à ce moment-là, c'était perçu peut-être comme une faute. Moi, je ne l'ai pas vécu comme une faute, mais comme une joie. Ma mère, donc, après s'être rhabillée, elle est revenue en France. Et elle a expliqué forcément à ma grand-mère que j'étais toujours dans le ventre. Et là, ma grand-mère a dit bon, alors, la seule solution autre, c'est qu'on va mentir. Son père, il faut qu'il soit mort. Parce que vis-à-vis des gens, vis-à-vis de la société, vis-à-vis même pour l'enfant à venir, c'est pas bien d'être fille-mère. Donc voilà, on va dire que le père, il est mort. Et à partir de là, c'était scellé. Voilà, mon père, il devait être mort, et c'était comme ça, et à la limite, ça aurait dû être comme ça pour le reste de mes jours. À 15 ans, Petra est enfin soulagée. Sa mère lui révèle son secret. Elle apprend que son père est vivant. Aussitôt, elle décide de confier la nouvelle à sa cousine Nelly. On était toutes les deux assises l'une en face de l'autre, et puis elle me dit, écoute, je viens d'apprendre quelque chose de complètement dingue. Mon père n'est pas mort et j'ai des frères et sœurs. Alors moi, j'ai eu un moment d'arrêt. Voilà, ça me tombait dessus. Et je me suis dit quand même, qu'est-ce que je fais? Est-ce que là, je dis que je le sais? Est-ce que je joue l'idiote? Et puis, mon amitié envers Petra m'a fait prendre le pas sur ma crainte, et je lui ai dit, écoute, moi, je le sais depuis des années. Je le sais depuis des années et j'avais juré de ne pas te le dire. Ouf, ça a été quand même une douche froide, et pour elle et pour moi. Elle, parce qu'elle avait mis beaucoup de confiance en moi. Hein. Et puis moi, parce que je l'avais trahi sa confiance. Petra, elle avait un chocolat, parce qu'elle prend toujours du chocolat, elle avait un chocolat. Et elle a mis son nez dans son bol. Et puis moi, je regardais ailleurs, et il y a eu un grand moment de silence. Je pense qu'en réalité, ma cousine Nelly, elle a souffert beaucoup plus que moi de ce secret de famille. Ce qui était pour elle un petit peu mélodramatique, moi, c'était plus raisonné. Plus raisonnable, Puis moi, j'étais dans la suite, donc j'étais contente, de toute façon. Gilles-Marie Vallet, vous êtes pédopsychiatre et psychiatre. Merci de nous apporter votre expertise sur l'histoire de Petra. Pendant 15 ans, Petra vit dans le mensonge. Elle pense que son père est mort. Pourquoi sa mère, Catherine, va aller inventer un tel scénario? Pourquoi elle va aller raconter ce qu'il y a de pire à Petra? Qu'est-ce qui fait qu'on est amené à inventer un secret, ou en tout cas à créer un secret de famille? Souvent, on a le sentiment qu'on le fait pour l'enfant. La réalité est différente. On le fait avant tout pour se protéger soi ou pour protéger la famille. Probablement qu'il y avait le désir, effectivement, de protéger, en fait, l'honneur de la famille, qui amène, du coup, à inventer une histoire qui place la mère davantage à la place de la victime
Donc, en imaginant ce père mort, on s'imagine du coup à la fois veuve et en charge d'une enfant. Et à une époque où avoir un enfant sans père était effectivement fustigé, désigné, montré du doigt par la société. Il fallait mieux être en fait veuve que fille-mère. Il faut effectivement mieux, à cette époque, être veuve que fille-mère, comme il faut, se dit-on, plutôt être orpheline qu'effectivement bâtarde. Mais pourquoi n'a-t-elle pas dit la réalité de l'histoire finalement à Petra? Ton père est marié, il a 3 enfants. Je ne sais pas s'il aurait fallu lui dire « je ne veux pas te reconnaître », ou en tout cas en ces termes-là. Ce qui aurait pu être dit à cet enfant, c'est qu'effectivement, si elle est née, c'est qu'il y a eu de l'amour, en tout cas suffisamment d'amour ou d'envie qu'elle naisse. Et après, effectivement, ça devient beaucoup plus facile de dire que malgré cet amour, ton père, qui avait par ailleurs déjà 3 enfants, et une femme, ne pouvait pas reconnaître sa faute, c'est-à-dire l'adultère, en tout cas, la faute au sens social de l'époque. C'est-à-dire que ce qui va être important pour l'enfant, c'est de comprendre que ce n'est pas lui la faute, mais ce que des parents, ce que des adultes ont fait quand, pour des raisons morales, religieuses, sociales, c'est considéré comme une faute. Et puis, il y a surtout la cousine de Petra, qui est très proche de Petra, Nelly, qui est au courant de ce fameux secret. Il y a quelque chose de très douloureux, justement, dans les secrets de famille, c'est lorsqu'une certaine partie de la famille est au courant, parce que ça va la placer dans ce qu'on appelle un conflit de loyauté. C'est-à-dire qu'à la fois, dans ce que l'on pense être le bien de l'enfant, on ne dit rien, et dans le même temps, on sent bien que, finalement, on ne lui fait pas forcément du bien. Ce qui va enferrer les gens dans le secret, c'est justement ce sentiment que si on révèle les choses, ça va être la catastrophe. Alors que justement, ce qui est catastrophique, c'est de les masquer, les choses. Or, le fait est que plus on s'enferre soi-même dans l'idée que ça risque d'être catastrophique, plus on est effectivement persuadé que ça l'est. Et pour une enfant de l'âge de Nelly, la parole des parents et leur conviction, en tout cas celle qu'ils nous transmettent, est d'autant plus importante. Ce qui explique du coup qu'elle était d'autant plus soucieuse de respecter effectivement ce secret. Petra sait à présent que son père n'est pas décédé. Le retrouver devient alors, pour la jeune adolescente, une question essentielle. À la recherche de la moindre information, elle questionne sans relâche sa mère pour enfin mettre un visage sur cet homme. Au moment de la révélation, pour moi, ça a été très clair, net et précis. Je savais que j'avais envie de retrouver mon père, enfin d'essayer de le retrouver s'il était encore vivant. Donc j'ai demandé à ma mère tous les détails qu'elle pouvait avoir sur lui. Et elle m'a donné son nom, Lucien Gage, elle m'a dit qu'il habitait Paris ou Neuilly. Donc j'ai essayé d'ouvrir le bottin. Quand j'ai ouvert le bottin, c'était épouvantable parce que je me suis retrouvée en face de, je sais pas, il y avait peut-être 30 colonnes de Gage, avec quelquefois les initiales, quelquefois rien du tout. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, comment je vais faire pour m'y retrouver? J'ai senti que j'y arriverais pas comme ça, et que je pouvais quand même pas donner 10 000 coups de téléphone en n'ayant pas de précision à chaque fois, etc. Ça allait m'amener à rien. Et là, c'est marrant parce que j'ai été très frustrée d'un côté, en me disant, zut, je repasse à côté encore. Et en même temps, il y avait un côté mektoub qui me faisait dire on verra bien. Si ça doit se faire, ça va se faire. Devant l'ampleur de la tâche, Petra cesse toute recherche. Rassurée sur ses origines et du coup plus sereine, elle se lance dans une carrière de mannequin. Une décision qui va bouleverser sa vie. Donc j'arrive pour mon premier shooting photo. Je vois, on me présente le photographe, on me présente également le propriétaire de la marque. Un homme assez fort, avec beaucoup de faconde, je suis le propriétaire, etc. Je dis bon, très bien, je fais mes photos, tout se passe très bien. Puis je voyais bien quand même qu'il matait pas mal quand même. Il était là, il était toujours présent, il était presque présent derrière le paravent où je me changeais. Enfin bon, il était un peu envahissant dans le style.
Après ce shooting, ce monsieur me raccompagne et quand on est dans la voiture, il commence à me draguer un peu plus franchement en m'expliquant qu'il était marié mais qu'il aurait bien une aventure avec moi. Donc, ne sachant pas trop comment me sortir élégamment de cette situation, comme il m'avait expliqué qu'il était pied noir marocain aussi, etc., je lui dis oh là là, mais donc tous les Marocains, vous avez tous la même mentalité, la même façon de vous comporter. Et il me dit, mais pourquoi? Je dis, parce que mon père a les mêmes origines, je ne le connais pas, mais je sais que c'était le même style d'homme. Et à ce moment-là, il me dit, mais moi je connais tous les Marocains de Paris, donc comment s'appelle ton père? Et je lui dis, il s'appelle Lucien Gage. Et là, je vois vraiment sa tête changer complètement. Et il attend une ou 2 minutes et puis il me dit, mais tu sais que je connais très très bien ton père. Ton père m'a piqué ma femme il y a 4 ou 5 ans. Bon, j'ai senti qu'elle était déjà surprise, comme quoi le monde était petit, hein, parce qu'on pouvait se retrouver comme ça. Alors elle me dit, il m'a promis qu'il allait lui parler de moi et qu'il lui dirait que je vais le rencontrer, qu'il donnerait le numéro de téléphone et de ma mère et de moi et qu'il lui dirait que je suis une fille sympa, que ça s'est bien passé et que, en définitive, ce serait peut-être bien qu'il me rencontre. J'étais contente pour Petra, bien sûr, il y avait ce côté jubilatoire qu'elle allait peut-être enfin retrouver son père. D'un côté, j'avais moins des craintes parce que je me disais, bon, si vraiment c'est lui, c'est bien, mais imagine qu'il ne veut pas la voir. Donc, toutes les deux, on s'est nourris d'espoir et puis on a attendu patiemment le bon vouloir d'un monsieur qui avait eu sa femme piquée par le père de ma cousine. C'est vrai que c'est quand même un des moments inoubliables de la vie, de se dire, voilà, j'ai mon morceau de puzzle. Je vais avoir, en tout cas incessamment sous peu, mon morceau de puzzle manquant. Pour Petra, cette rencontre est un formidable coup du destin. Contacté, son père, Lucien Gage, est prêt à revoir sa fille. Mais il souhaite tout d'abord reprendre contact avec Catherine, la mère de Petra. Le jour J arrive, donc, et ma mère se prépare, se fait toute belle, elle va chez mon père. Et donc, ils sont partis déjeuner. Donc, moi, tout le déjeuner, moi, j'ai mangé chez moi. Et puis j'attendais le fameux coup de fil parce que je savais que mon père m'appellerait d'en bas. Il avait un des premiers téléphones de voiture. J'avais un petit pincement au cœur en me demandant comment il allait réagir, comment j'allais réagir. Et puis, ça s'est très bien passé. On a parlé de tout et de rien. On n'a pas senti le besoin de faire des mises au point, de pourquoi que, pourquoi quoi. Non, on n'avait pas besoin, ni lui ni moi. C'était sympathique de se retrouver et voilà. On a surtout parlé de nous deux. Il est clair qu'en attendant le coup de fil, il y avait quand même une certaine forme à la fois d'impatience et en même temps, maintenant qu'on était au moment T, j'avais envie, bien sûr, de le voir. Et en même temps, j'avais cette peur d'être un peu déçue parce que on idéalise, on se dit oui, ça va être l'homme que j'ai toujours attendu, le père que j'ai toujours attendu, etc. Puis on se dit, là, maintenant, on va le voir, donc ça va peut-être pas être ça. Donc le fameux coup de fil arrive. Là, j'ai entendu la voix de mon père quand même pour la première fois. Et il m'a dit, nous sommes en bas, on t'attend. Donc je suis descendue et je suis sortie. Et là, j'ai eu la première vision de mon père. Et là, j'ai eu la déception du siècle. Parce qu'il dépassait à peine de sa voiture. Et que moi, l'homme grand, beau et fort, même si je savais qu'il n'était pas si grand que ça, je ne l'imaginais pas petit à ce point-là. Oh, c'était pas un Adonis, mais il avait le charme. Et moi, ce qui me plaît chez les hommes, c'est quand ils ont du charme. J'étais très sensible au charme des hommes.
Un peu trop peut-être. Je me suis avancée vers lui. De lui-même, il m'a fait la bise, donc j'ai pas eu à me poser la question. De lui-même, il m'a fait la bise. Et il m'a dit « Comment tu vas ?» genre, on s'est quitté hier. Et il prend de mes nouvelles. Je me suis dit « Tiens, c'est curieux comme façon de rentrer en contact. » Et en même temps, qu'est-ce qu'on pouvait se dire ? J'allais pas... Il m'a pas ouvert grand les bras et de toute façon, je me serais pas jetée dedans. Donc finalement, je me suis mise au diapason. Et je lui ai répondu sur le même ton. Voilà, je lui ai dit écoute, ça va bien. Je pense qu'on a quand même vécu un petit trouble, chacun de son côté. Il a regardé dans le rétroviseur et puis elle essayait de le voir aussi, mais c'était plutôt sympathique, c'était agréable. Cet après-midi-là, Lucien Guelsch frappe un grand coup. Il emmène Petra et sa mère dans un cercle de jeu où il a ses habitudes. Les deux femmes sont impressionnées. Ce qui a été quand même très, très, très curieux, c'est qu'en arrivant, tout de suite, il m'a présenté partout comme sa fille. Et à tout le monde. Il m'avait zappé complètement, et tout d'un coup, pouf, j'arrivais pour la première fois dans sa vie à l'âge de 20 ans, et hop, j'existais complètement, et il me présentait à tout le monde. C'était vraiment très contradictoire, très, très contradictoire. Alors moi, je l'ai rencontré, le père de Petra, quelques jours plus tard. Il était évident qu'une deuxième visite ne pouvait pas se faire sans moi. Donc, nous avons été invités à aller le rejoindre dans un club-restaurant très coté. On a passé une soirée extraordinaire, hein, ça c'est certain. Ça a été grand seigneur, champagne, tout ce qu'on voulait, à vrai dire, tout ce qu'on pouvait. Est-ce que tu as besoin de quelque chose, tu veux quelque chose, qu'est-ce qui te ferait plaisir, qu'est-ce qui te... Voilà, donc d'un seul coup, on était les reines de sabbat toutes les deux. J'ai revu mon père très souvent par la suite, pratiquement tous les jours. Il venait me chercher, il me sortait, parce qu'il sortait énormément, il vivait beaucoup la nuit. Donc il venait me chercher le soir pour aller dîner et pour aller faire la tournée des boîtes. Alors moi j'étais ravie, à 20 ans, faire la tournée des boîtes, faire les grands restaurants et la tournée des boîtes. Je crois qu'à 20 ans, personne ne se plaindra de ce genre de choses. Petra était heureuse à cette époque-là avec son père, parce que d'un seul coup, justement, elle trouvait quelque chose qu'elle n'avait jamais eu. Elle avait mis de côté ses 20 ans où il n'avait pas été là. D'un seul coup, c'était une autre vie, c'était une autre période de sa vie. Je savais que mon père avait 3 autres enfants, puisqu'il les avait déjà quand ma mère l'avait rencontré. Puis il ne me l'a pas caché, il m'a dit qu'il avait 3 enfants. En revanche, après, on n'en a plus jamais parlé. Et je dois reconnaître que peut-être que j'avais pas envie de le partager. À ce moment-là, j'avais pas envie de le partager. Les enfants n'intervenaient pas, ils n'étaient pas là, visiblement, ils n'étaient pas autour, ils vivaient pas avec. Donc finalement, j'avais mon père pour moi toute seule, et puis c'était pas plus mal. Pendant plusieurs mois, une réelle complicité s'installe entre Petra et son père. À tel point qu'un soir, Lucien propose à sa fille de la légitimer, de la reconnaître officiellement. Je lui ai dit, écoute, pour l'instant, voilà, c'est comme ça, ça change rien. Et pour l'instant, c'est bien comme ça, on laisse les choses comme ça. Donc à partir du moment où je lui avais dit non, ça a été pratiquement tous les jours. Mais tu veux pas que je te reconnaisse, tu veux pas que je te reconnaisse, tu veux pas que je te reconnaisse. Et à chaque fois qu'il me le disait, quelque part, je me disais non. Et ça a duré comme ça pendant des mois. Pourquoi j'ai pas accepté? Alors ça, je me le demande encore, pourquoi j'ai pas accepté. Peut-être que c'était une espèce de vengeance de me dire, finalement, il a pas voulu de moi à ce moment-là, c'est peut-être moi qui veux plus de lui maintenant. Hein. Peut-être qu'il y a eu, dans l'inconscient, il y a eu de ça, hein, de me dire, maintenant c'est moi qui décide, c'est plus lui. Le refus de Petra n'entache pas ses relations avec son père. La générosité de Lucien ne se dément pas. Grand restaurant, boîte de nuit, hôtel de luxe, Petra est couverte de cadeaux. Mais le conte de fées touche bientôt à sa fin. Il nous a comblés. Il n'arrêtait pas de nous donner des billets de 500. Il nous a emmenés dans les magasins. Il ne savait pas quoi faire.
vraiment d'une générosité. J'ai dit, mon Dieu, il a vraiment des remords pour être aussi gentil, c'est pas possible. Et il nous avait mis de l'argent sur un compte. Et puis, un jour, ma mère m'a dit, mais tu sais, je suis embêtée parce que ton père me redemande régulièrement des chèques sur ce qu'il a mis à la banque, et là, il n'y a plus rien pratiquement et tout. Et j'ai réalisé qu'il avait redemandé à ma mère tout l'argent, parce qu'en fait, il était joueur et que, voilà, chaque fois qu'il avait besoin de jouer, finalement... Là, en l'occurrence, je me suis dit, ça, c'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas bien, parce que je pensais qu'il avait eu au moins un petit peu de remords et qu'il avait cherché à me mettre à l'abri. Voyant qu'il n'avait pas cherché du tout à me mettre à l'abri, la fois d'après, lorsqu'il m'a reproposé pour la énième fois de me reconnaître, cette fois, j'ai dit oui, parce que je me suis dit, voilà, si j'ai pas été à l'abri de cette manière-là, au moins je serai à l'abri en portant son nom et j'aurai droit à un héritage. Et alors là, quand j'ai dit oui, tout a basculé. À ce moment-là, il m'a dit « Mais tu comprends, le problème, c'est que je ne peux pas parce que je ne l'ai pas dit à mes enfants. » Et alors là, vraiment, l'image du père, pouf, là, tout s'est écroulé. Et j'ai dit « Voilà, maintenant mon père, c'est clair et net, je l'ai vu, mais j'en veux plus. » À chaque fois, on y croit. Il y a des hommes qui montent tellement bien qu'on y croit. Je ne pouvais pas lui pardonner de m'avoir trahi 2 fois. Bon, la première fois, c'était 2 adultes consentants. Ils ne savaient pas que ma mère allait tomber enceinte. Elle a voulu le garder. Il n'était pas forcément pour, mais bon, un homme, il ne peut pas empêcher une femme de garder un enfant. Donc ça, à la limite, je pouvais le pardonner. En revanche, une 2e fois, en m'ayant connu, en m'ayant demandé de porter son nom, en sachant que j'étais vraiment sa fille, etc., et en m'ayant fait miroiter des tas de choses, alors ça, je trouvais ça complètement pourri. Cette histoire a beaucoup meurtri Petra, et dans sa relation de couple, il y a probablement des choses qui n'ont pas pu se débloquer. Moi, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais. Petra est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, que j'adore, c'est ma meilleure amie, mais je n'ai pas pu tout réparer, c'est clair. Gilles-Marie Vallet, comment comprendre que le père ait tant insisté pour reconnaître Petra, sa fille, puis après changer d'avis et finalement ne plus vouloir la reconnaître? Je pense que s'il ne veut pas reconnaître l'enfant, c'est parce que reconnaître l'enfant, c'est reconnaître l'adultère. Et encore une fois, ce qui est en jeu, c'est moins l'enfant que la faute. Et finalement, les pères qui acceptent cette reconnaissance sont ceux qui ont justement pu en parler à leur femme légitime, pu en parler aux enfants. C'est-à-dire que finalement, cette reconnaissance, le plus souvent, ne peut intervenir qu'une fois que la reconnaissance de la faute a été faite, et surtout que le pardon, venant donc des enfants, qui sont pris à juste titre comme prétexte, et de la femme, est intervenu. C'est souvent à ce titre-là que le père peut enfin reconnaître l'enfant adultérin. Petra insiste sur le fait qu'ils se sont vus pendant un temps et qu'ils allaient tout le temps en boîte de nuit. Pourquoi continuait-elle donc à ce moment-là à le fréquenter et ça tous les soirs? Ce qui est très fréquent chez les jeunes femmes qui ont grandi dans l'ignorance de leur père, c'est la crainte et le fantasme de croiser un jour un homme qui pourrait les séduire, dont elles pourraient tomber amoureuses et qui soit justement ce père. Et du coup, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'effectivement, en sortant avec son père, finalement, symboliquement, elle a mis en acte ce fantasme. C'est-à-dire que, finalement, elle est sortie avec son père, c'est-à-dire ce qu'elle a redouté toute sa vie. Mais on est en plein complexe d'Oedipe. Alors, effectivement, cela est tout à fait du registre de l'Oedipe, mais d'un Oedipe qui n'a pas été possible puisqu'elle n'a pas connu ce père. Un autre élément qu'on peut évoquer par rapport à ce que Petra a décrit comme, finalement, elle n'a rien ressenti non plus en découvrant ce père. Ce qu'elle dit, c'est que justement, elle ne l'a pas trouvé joli. Et je crois que justement, ça vient tout à fait en écho avec cette crainte-là. C'est-à-dire qu'en rencontrant pour de vrai, enfin, pour la première fois son père, elle réalise que justement, il n'y avait pas de risque. Elle ne serait pas tombée amoureuse de cet homme, et du coup, finalement, il n'était plus indispensable qu'elle sache qui il est, puisque le risque incestueux était écarté. Petra nous dit qu'elle est finalement déçue
par cette rencontre avec cet homme. Est-ce un traumatisme pour elle? Est-ce qu'on peut parler de deuxième abandon? On peut imaginer que dans la déception de Petra, en rencontrant son père, il y ait plusieurs choses. Certes, il correspond finalement pas à ce qu'elle a peut-être pu fantasmer quand elle était enfant. Finalement, c'est quelqu'un d'ordinaire. Et c'est vrai que ça peut être un peu décevant. En revanche, je ne pense pas que ce soit un second abandon. Au contraire, je crois que là, ce qui est très positif, c'est que c'est justement Petra qui choisit de ne pas s'attacher à cet homme. C'est-à-dire, finalement, dans un mouvement qui vient équilibrer ce qu'elle a vécu enfant. Cet homme n'a pas voulu de moi quand j'étais enfant, mais moi, aujourd'hui, que je suis une femme reconnue, adulée, eh ben moi, je n'en veux plus. À peine quelques mois après avoir retrouvé son père, Petra comprend qu'il ne la reconnaîtra jamais comme sa fille. Alors qu'elle décide de faire une croix définitive sur sa famille paternelle, le destin va en décider autrement. Deux ans après avoir coupé les ponts avec mon père, être partie en claquant la porte, j'avais repris le cours de ma vie, même si mon père existait toujours dans un coin de ma tête, je ne l'avais pas totalement oublié, mais il était sorti de ma vie, voilà. J'allais très souvent avec des amis dans un restaurant très branché dans les Halles. C'était devenu un peu ma cantine. Et puis un jour, je vois rentrer mon père dans ce restaurant. Et ce restaurant était sur 2 niveaux. Je vois rentrer mon père et mon père ne me voit pas. Et je vois le directeur du restaurant qui se précipite en disant « Bonjour Monsieur Lucien Gage, comment allez-vous Monsieur Lucien Gage ?» etc. etc. Et je me dis « Tiens, il doit vraiment venir souvent ici quand même, c'est bizarre que je ne l'ai jamais croisé. » Je l'ai vu monter, il était avec une femme, il est monté, je me suis dit « Tiens, est-ce que je vais le voir? Est-ce que je ne vais pas le voir ?» Puis bon, je me suis dit « Non, je vais pas le voir. » Voilà. Le lendemain, j'ai une amie qui me dit on retourne dans ce restaurant. Et quand j'arrive, je dis au directeur du restaurant, je lui dis il vient souvent ici, Monsieur Lucien Gage? Il me dit ah bon, vous voulez des renseignements sur Monsieur Gage? Bon ben ok. Et il tape sur l'épaule d'un type qui était à côté de lui. Et il lui dit voilà, la demoiselle, elle voudrait des renseignements sur Monsieur Lucien Gage. Et le type se retourne et me dit « Oui, bonjour, je suis le propriétaire du restaurant, mais qu'est-ce que vous voulez savoir sur Monsieur Gage? Je suis son fils. » On pourrait penser que ce demi-frère dont j'avais toujours rêvé quand j'étais petite, eh ben, c'était fabuleux parce que tout d'un coup, il se matérialisait devant moi. Mais en réalité, pas du tout. Pas du tout, parce qu'il n'y avait pas d'affectif. Moi, je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. La complicité avec un grand frère, ça se construit. Et donc je le regarde et je lui dis bah, vous savez, on est grands tous les deux, donc maintenant je peux vous le dire aussi. Je peux vous le dire, c'est mon père aussi. Et donc je vois le type qui quand même s'arrête un peu interloqué. Il me dit bon, et alors comme ça on est frères et sœurs. Alors je lui dis oui, on est frères et sœurs. Je lui dis mais ça vous a pas étonné plus que ça que je vous dise ça? Et il me dit non, ça ne m'étonne pas du tout parce que vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau à ma sœur. Cette rencontre inattendue réveille chez Petra un espoir secret. Celui que son père la reconnaisse enfin comme son enfant légitime aux yeux de sa propre famille. Pendant tout le déjeuner, mon frère a reproduit exactement ce qu'avait fait mon père, c'est-à-dire qu'il est monté avec tous les clients qu'il connaissait du restaurant, comme c'était le patron du restaurant. Il montait avec beaucoup de personnes et en disant voilà, c'est ma sœur et je la rencontre aujourd'hui, c'est ma sœur, voilà. Et alors j'ai eu en très court et en très résumé exactement la même réaction que mon père quelque part, c'est-à-dire que mon frère m'avait découvert ce jour-là, j'étais avec une amie, j'étais dans son restaurant et il m'a apporté l'addition à la fin. Là, il n'y avait rien ni à pardonner, ni... Non, je pardonne pas. Je pardonne pas le fait qu'on se comporte mal avec quelqu'un. Que ce soit le secret de famille, que ce soit le hasard, ça a été du gâchis. Vraiment du gâchis. Mais je dois quand même dire une chose, c'est qu'avec tous ces concours de circonstances, avec tout ce qui s'est passé, ma petite cousine, elle s'en est quand même drôlement bien sortie.
C'est amusant les farces du destin et de la destinée parce que, en réalité, cette famille, quelque part, je pense que j'étais pas faite pour la connaître vraiment. Le destin, il s'est acharné à me mettre des gens sur ma route qui visiblement n'avaient pas envie que je sois moi sur leur route. Je crois même qu'ils auraient préféré que je n'existe jamais. Mais ça, c'est pas grave, je suis là. Et c'est comme ça, et ils n'y changeront rien. Une fois n'est pas coutume, les liens du sang ne s'imposent pas. Petra est marquée à vie par le secret dont elle a été victime. Aujourd'hui, elle a tiré un trait sur sa famille paternelle. Elle racontera toute son histoire prochainement dans un livre.